Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous avez passé un bon week-end. Au moment où vous écoutez ce podcast-ci, le sabbat de Sarah est déjà passé. Donc déjà, j'espère que mon podcast sur Sarah vous aura plu. Et j'espère que vous aurez pu le célébrer comme vous le voulez. Et si vous ne l'avez pas célébré parce que vous aviez la flemme, c'est compréhensible. Je suis certainement dans ce cas-là. Donc ne nous jetons pas la pierre. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On va pas y rester. Mais si vous avez fait des choses pour Ostara, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ce serait hyper intéressant. Voilà. De base, je voulais vous parler ce matin quand j'ai réfléchi au podcast, je me suis dit, mais de quoi je vais parler ? Et il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le petit peuple des forêts. Ça m'intéresse trop, mais il fait partie d'une liste de podcasts qui me tiennent vraiment à cœur, mais que j'aimerais travailler. Donc ce ne sera pas des podcasts en one shot comme je vous fais à peu près tous les lundis. Ce sera vraiment un podcast plus travaillé où il y aura des sources, où je serai, ce sera beaucoup plus profond dans le sujet. Mais voilà, du coup je me dis de quoi je vais vous parler. Et je me suis rappelé que j'avais fait une liste où j'ai noté comme thème de podcast les gros mythos du witch talk. Voilà, les gros mythos qu'on vous dit quand vous débutez en sorcellerie et qu'il faut un petit peu démystifier parce qu'en fait c'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout à fait faux de A à Z. Donc là je vais vous en énoncer quelques-uns. Certainement que je vais en oublier parce qu'il y a une liste non exhaustive, et c'est aussi haut que la tour Eiffel le nombre de trucs qu'on vous raconte sur le witch talk et qui sont zinzin du ciboulot, enfin c'est un truc de fou. Mais là je vais vous faire un peu les classiques et je verrai ce qui vient au feeling lors de l'enregistrement. Alors tout d'abord je voudrais commencer par le « Tu ne peux pas être sorcière si toute ta famille n'a pas été sorcière ». Voilà, ça c'est le plus gros mytho que la Terre ait porté et dû à porter sur son dos, c'est un gros mytho. Et même quand au Moyen-Âge, non c'est pas au Moyen-Âge, quand il y a la chasse aux sorcières et tout, enfin les sorcières d'avant, tu pouvais faire de la sorcellerie sans pour autant que Mamie Francine elle ait été sorcière. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pareil aujourd'hui. Ça c'est juste les vieux sorciers qui ont un peu le seum que la sorcellerie se développe et qui sont là en mode non, tu n'es pas une vraie sorcière si toute ta famille, si tu ne descends pas d'une lignée de sorcières. Mais en fait, Janine, c'est faux. Vous pouvez faire de la sorcellerie même si personne de votre famille n'a fait de la sorcellerie, même si personne de votre famille n'y croit, que ce soit à la sorcellerie, au paranormal, à l'ésotérisme. Vous pouvez tout à fait faire de la sorcellerie. C'est des croyances qui sont propres à chacun. C'est des pratiques qui sont propres à chacun. Donc si vous, dans votre petit cœur, vous avez envie de faire de la sorcellerie parce que vous sentez que ça va vous apporter du bien, en fait, allez-y. Et c'est pas parce que votre maman ou votre arrière-grand-mère et tout ne l'a pas fait que vous ne pouvez pas en faire. Voilà, ça je tenais important à le dire parce que moi, on m'a déjà dit « Ah, mais tu peux pas faire de la sorcellerie si ta famille n'est pas sorcière. » Oui, déjà, MDR, genre je vais aller retourner dans les archives et tout, voir si mes ancêtres... Enfin bref, il y a des gens, ils sont un peu zinzin du ciboulot, mais du coup, n'écoutez pas ce genre de gros rageux. Autre chose que vous risquez d'entendre, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Enfin, la sorcellerie d'aujourd'hui, c'est pas de la vraie sorcellerie, c'est de la fausse sorcellerie. Moi, ce que j'ai entendu comme dérivé, c'est oui, les sorcières du witch talk sur les réseaux sociaux, c'est de la fausse sorcellerie. Alors, là, je vais ajouter un petit peu de nuance parce que, en fait, ça me permet d'introduire un sujet un petit peu plus vaste. On va commencer par la question de départ. Est-ce que la sorcellerie des réseaux sociaux, c'est de la fausse sorcellerie ? Non, ce n'est pas de la fausse sorcellerie. On appelle ça le mouvement un petit peu New Age, même si j'aime pas trop ça, mais je pense que Enfin, en fait, je sais pas. Je sais pas où je me situe par rapport à ça. Mais moi, c'est vrai que j'aime pas trop ce nom-là, New Age, mais c'est le terme et il faut savoir l'utiliser. Donc voilà, la sorcellerie moderne, c'est vraiment une sorcellerie où ça va être plus basé sur soi, sur son bien-être, sur la spiritualité, etc. Alors que les sorcières d'antan, vous allez me dire, elles n'étaient pas là à faire leur petite infusion pour avoir confiance en elles. Non, en général, c'était des choses un petit peu plus offensives pour récupérer un terrain, ou se venger aussi. Il y avait quand même de la magie noire, il faut pas... Enfin, magie noire, vous avez compris ce que je veux dire. La magie n'a pas de couleur, je ne le répéterai jamais assez. Mais de la magie un petit peu plus offensive, si je puis me permettre. Voilà. Je voulais ajouter de la nuance parce que je sais que en général, lors des podcasts précédents, j'ai tendance à vous donner des correspondances. Et là, en fait, je vais vous dire, les correspondances ne sont pas universelles. En fait, c'est ce genre de choses que je vous dis
genre je vous dis les correspondances et tout, mais ça me paraît tellement logique que c'est pas universel que j'oublie de le dire. Donc là je vous le dis, maintenant que je l'ai en tête, les correspondances ne sont pas universelles, comme les sabbats ne sont pas universels. En fait, quasi rien n'est universel. Au niveau des correspondances, par exemple, j'ai pas d'exemple précis, mais je sais que, imaginons, vous utilisez de la cannelle ici, enfin dans nos contrées, donc en Europe et tout, la cannelle n'aura peut-être pas la même utilisation au Mexique ou en Inde. Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction de là où vous vous trouvez et des croyances du lieu où vous vous trouvez, les ingrédients, les correspondances seront différentes. Vous allez me dire, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. En gros, là, on va revenir sur un thème un petit peu plus compliqué. On va parler d'égrégore. Donc, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est bon de faire un petit récap. Qu'est-ce qu'un égrégore ? Un égrégore, c'est toute l'énergie que des gens vont mettre dans une chose. Ça peut être un objet, une divinité, une correspondance, et qui va avoir un impact. Dans le sens où, bon, le cas classique, c'est vraiment Jésus. Il y a énormément de croyants qui ont la foi en Jésus, ce qui fait que Jésus est une accumulation d'énergie, si je puis dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en fait, c'est un égrégore. C'est une accumulation d'énergie. Vous pouvez faire pareil pour les pentacles ou les croix ou les médaillons de Saint-Benoît sont des égrégores. Donc, c'est une accumulation d'énergie parce que quand vous portez un médaillon de Saint-Benoît, on sait que c'est fait pour la protection. Et quand vous le portez, vous savez que vous êtes protégé. Ce qui donne une intention à la chose, ce qui fait que la chose existe énergétiquement parlant. Et c'est un égrégore, une accumulation d'énergie. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour tout, dont les correspondances. Si vous êtes ici en Europe et que pour vous la cannelle c'est un ingrédient, une correspondance d'amour parce que ça apaise, c'est doux, etc. Ok, vous serez plusieurs, enfin en tout cas toutes les personnes d'Europe auront la correspondance et l'intention que la cannelle c'est utilisé pour les rituels d'amour, pour apaiser, etc. Si vous allez dans un autre pays, je sais pas, au Mexique, alors là je vous donne l'exemple de la cannelle, mais je vous assure que je suis pas sûre de ce que je dis. Donc c'est juste un exemple lambda à titre informatif. Après, si vous voulez être plus précis, si vous voulez des vrais exemples, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner. Parce que j'avoue que moi je suis plus calée sorcellerie européenne que sorcellerie mexicaine ou sorcellerie africaine. Voilà. Donc je reviens, si vous allez au Mexique, peut-être que la cannelle va être utilisée pour des sorts de bannissement ou pour de la protection. Et eux vont avoir un égrégore autour de la cannelle qui va être, la cannelle c'est fait pour les protections. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut toujours faire un petit peu attention. Et c'est pour ça qu'on vous dit toujours de vous renseigner sur les ingrédients que vous utilisez et sur les correspondances que vous utilisez. Et de mettre la bonne intention dans vos rituels. Alors certains diront que l'intention ne fait pas tout, et ça je suis totalement d'accord avec ça. L'intention ne fait pas tout. C'est pas parce que, imaginons vous voulez faire un rituel de bannissement, vous mettez une bonne intention en mode oui, j'aimerais que cette personne me lâche. Ça reste un rituel de bannissement. Il y a des risques que ça parte dans tous les sens. Et c'est pas parce que votre intention est bonne que le rituel va forcément être bon. Alors comme je vous l'ai dit, le bien, le mal, c'est très humain. Ça n'existe pas dans le monde subtil. Mais il faut toujours rester prudent avec ça. C'est pareil, si un jour vous voulez faire un rituel d'amour pour récupérer votre ex, ce que je vous conseille vivement de ne pas faire, c'est d'une bonne intention, ça n'empêche que vous allez utiliser des correspondances qui peuvent être un petit peu plus néfastes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même de toute façon, si vous voulez récupérer votre ex, vous allez faire un petit rituel et tout. Vous allez vous dire, ouais, j'ai une bonne intention, là, et au final, ce mec va vous coller au basque jusqu'à l'année 3700 et vous allez juste pleurer parce qu'il ne vous lâche plus. Voilà, donc l'intention est bonne, mais c'est pas pour ça que la répercussion sera bonne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore entendu sur le witch talk ? Donc oui, si tu fais pas partie d'une lignée de sorcières, tu peux pas pratiquer. Ah oui, qu'il faut des dons pour faire de la sorcellerie. C'est faux. C'est archi faux. Pour faire de la sorcellerie, il faut avoir des connaissances de base. Si vous n'avez pas les connaissances de base, vous ne pouvez pas faire de la sorcellerie. Et je vous dis ça sincèrement pour votre bien-être personnel. Si vous commencez la sorcellerie alors que vous ne connaissez rien en protection, rien en visualisation, rien en ancrage, rien en correspondance, vous allez foncer dans le mur et ça risque de très mal se passer. Honnêtement, je ne veux pas vous faire peur, mais ça risque de très mal se passer. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous aurais prévenu. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de vous renseigner avant toute chose, parce que tout peut très vite déraper.
Et si on n'a pas les épaules pour encaisser un dérapage ou que vous n'avez pas les protections énergétiques, eh ben ça va être vraiment compliqué et ça peut devenir même dangereux. C'est pour ça qu'il faut avoir les bases en sorcellerie. Mais les bases, tout le monde peut les acquérir. Il suffit d'ouvrir un livre, d'ouvrir Internet, même sur les réseaux sociaux. Alors, comme d'habitude, les réseaux sociaux, ce n'est pas une seule source fiable. Mais ça permet en fait de vous donner des idées de thèmes à aborder. Par exemple, si vous tombez sur une vidéo sur les protections, vous voyez une protection que vous avez peut-être jamais vue. Ça va vous permettre de me dire « Ah ok, je vais voir comment ça se fait. Qu'est-ce qui fait que ça protège? Qu'est-ce que ça protège ?» Et ça va vous faire de fil en aiguille tomber sur plusieurs protections. Bref, donc les réseaux sociaux, c'est vraiment pour vous donner des petites pistes de recherche et de réflexion. Après, il faut toujours croiser ses sources parce que si ça se trouve, un sorcier va vous donner ses protections ou sa manière de purifier, ça va peut-être simplement pas vous correspondre et au final, vous allez vous retrouver là en mode ça n'a pas fonctionné, donc j'y crois plus, donc ça sert à rien. Je me sens mal parce que c'était pas aligné avec moi, ça me correspond pas. Donc vraiment toujours se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Et puis même pour votre culture générale, c'est beaucoup mieux de savoir pourquoi vous utilisez de la lavande dans ce rituel que de mettre plic-ploc, etc. Je tiens du coup à dire, parce que ça m'oriente vers autre chose, pour tous les débutants qui sont en train d'écouter ce podcast, je sais que vous voulez faire des rituels, ça c'est ok. De toute façon, tout le monde veut faire des rituels et tout le monde passe par là, surtout quand on débute. C'est nul d'apprendre, je sais, c'est nul, c'est long, c'est casse-pied, mais il faut passer par là. Bref. Le moment où vous allez vouloir faire des rituels, vous allez certainement regarder sur internet des rituels préfaits, vous allez ouvrir des livres, vous allez regarder les rituels et tout, et vous allez faire pareil. Sachez qu'on est tous passés par là, moi aussi, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous détacher des livres en fait, de vous détacher des rituels préfaits. Parce que les meilleurs rituels, ça va être ceux que vous faites vous-même. Quand je dis ceux que vous faites vous-même, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une structure spécifique pour les rituels. Vous gardez la structure, mais si par exemple vous voulez faire un rituel d'amour, vous connaissez les correspondances pour les rituels d'amour, donc la pomme, la cannelle, le rouge, le rose, le quartz rose, les boutons de rose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous connaissez un petit peu les correspondances, donc le miel, la camomille, le sucre, etc. Et avec ces correspondances-là, évidemment, vous vérifiez en profondeur les correspondances, parce que la lavande, ça peut apaiser, mais ça peut aussi ouvrir le chakra du troisième œil, ce qui peut amener un petit peu d'angoisse si c'est mal fait. Donc vous vous renseignez évidemment sur toutes les correspondances. Et à partir de ça, une fois que vous connaissez toutes les correspondances d'un rituel d'amour, vous piochez dans ce que vous avez besoin et vous faites votre propre rituel. Comme je l'ai dit, un rituel, ça peut être prendre une bougie rose, mettre de la camomille, mettre de la lavande, mettre un peu de sucre, du miel et tout. Et voilà, ça c'est un rituel. Après, évidemment, vous purifiez tout, vous consacrez tout, voilà. Mais ça peut être un rituel et c'est pas forcément un rituel très compliqué où vous allez évoquer la déesse Aphrodite, faire un sigil, consacrer des objets sur ce sigil consacré à Aphrodite, etc. Vous voyez, ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je sais que quand on débute, on a vraiment peur et on n'ose pas se dire « Ok, je me détache des livres et des rituels préfaits ». Donc en vrai, allez-y jusqu'au moment où vous vous sentez prêt à le faire. Parce que c'est très difficile de suivre toujours les rituels qui sont déjà préfaits. Après, moi je trouve que c'est un petit peu instinctif, mais je peux tout à fait comprendre que ça n'est pas pour tout le monde. Voilà, il y a le truc à capter. Mais je suis persuadée qu'à un moment vous allez arriver à un stade où vous allez vouloir faire vos rituels vous-même parce que ça ne vous correspond pas, parce que les rituels de base sont trop structurés et que vous êtes plus à l'instinct, etc. Enfin, voilà, ça se fait. Et franchement, je vous conseille de vous renseigner là-dessus parce que ça va vous permettre en fait d'ouvrir un champ des possibles et de reprendre confiance sur votre pratique et de vous dire « Ah purée, mais en fait, ça va, je me sens mieux quand je fais des rituels que je fais moi-même que des rituels qui sont dans un livre. » Parce que dans un livre, on prend pas toujours le temps de se dire « Ah ok, elle a utilisé du basilic dans son rituel d'attraction d'argent, pourquoi ?» Et on prend pas la peine de regarder derrière. Alors que quand on le fait nous-mêmes, ça nous permet de faire les recherches par derrière, de nous renseigner et d'en apprendre plus. Et d'alimenter son esprit critique. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. J'avais encore autre chose à vous dire, mais je sais plus. Qu'est-ce qu'on dit encore dans le Witch Talk ? Oui, ce que j'ai entendu aussi, c'est que donc ça n'a pas vraiment à voir avec la sorcellerie,
mais c'est plus de la divination que quand vous faites de la divination, donc de la cartomancie avec des cartes, vous ne pouvez pas utiliser le petit livret. Alors ça, j'en ai déjà parlé, mais vous pouvez tout à fait utiliser le petit livret. Alors certains vont se motiver à apprendre chaque signification de carte. Ok, il y en a qui vont pas l'apprendre et qui vont tout faire à l'instinct. Ok, et il y en a qui vont utiliser le livret. C'est ok aussi en fait. Donc vous pouvez le faire. Je voulais rebondir sur la question de, pour faire de la sorcellerie, il faut avoir un don. Alors certains ou certaines vont avoir des dons. Peut-être pas forcément des dons de sorcellerie, parce que pour moi de la sorcellerie c'est vraiment de la pratique, il faut être actif dans quelque chose. On fait rarement de la sorcellerie de manière passive, juste en y pensant. Voilà, moi je pars du principe que faire de la sorcellerie c'est faire des sorts. Alors je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, mais voilà, pour moi ma pratique en tout cas c'est vraiment faire des sorts, réfléchir à ma pratique, alimenter ma pratique, me renseigner sur les rituels, les correspondances, etc. Moi, c'est ça, pour moi, ma définition d'une sorcière. Certains vont avoir des dons, mais des dons, par exemple, médiumniques. Quand je dis médiumnique, je pense pas que ça fasse partie de la sorcellerie, en tout cas, de mon point de vue, non. Mais dans les capacités médiumniques, vous avez les capacités, par exemple, extrasensorielles. Qu'est-ce que c'est que des capacités extrasensorielles ? C'est, par exemple, la clairvoyance, clairsentience, clair-ressenti, ou la clairvoyance, je sais plus. En tout cas, je sais que c'est en fonction des sens. Donc vous avez la clairvoyance où, par exemple, vous voyez des entités, des énergies, etc. Donc là, on sort vraiment du cadre de la sorcellerie, on va vraiment plus vers l'ésotérisme. La clairvoyance, c'est que vous voyez les énergies, c'est très lié au chakra du troisième œil, tout ce que je vous raconte. Vous avez la clairsentience, où c'est le fait de sentir au niveau du toucher ou de l'odorat. C'est vraiment sentir, quoi. Les énergies, les entités, les choses qui passent, tout ce qui fait un petit peu partie du monde subtil. Vous avez la clairaudience, donc vous entendez en fait les énergies. Et il y a quoi d'autre ? Je ne sais plus. Et ben il y a des gens qui ont tout en fait. Il y a des gens qui ont tout et qui vont pouvoir travailler avec ça et commencer à alimenter leur pratique avec de la médiumnité. Tout le monde ne l'a pas et c'est vraiment pas grave si vous ne l'avez pas. Le plus important, c'est que vous soyez aligné avec vos pratiques, vos croyances et que ça ne vous embête pas plus que ça. Voilà. Et pour finir, vous ne pouvez pas faire de la sorcellerie si vous n'avez pas été initié. Alors là aussi, je tiens à ajouter une petite nuance. En fait, oui et non. Vous pouvez faire de la sorcellerie si c'est des pratiques ouvertes. Donc, qu'est-ce qu'une pratique ouverte ? C'est une pratique qui est accessible à tout le monde et qui ne nécessite pas d'être initiée par une personne faisant partie de la croyance. Par exemple, je sais que ça va faire débat, mais voilà, la Wicca est considérée comme une pratique fermée. C'est pas mon avis, c'est le cas, c'est un fait. La Wicca est considérée comme une pratique fermée. Si vous voulez être Wiccan ou faire partie d'un coven, il faut être initié par une personne faisant partie du coven. Sinon, vous ne pouvez pas... Enfin, vous pouvez pratiquer de la sorcellerie Wiccan, mais vous ne serez pas considéré comme Wiccan. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Moi, je ne suis pas dans la pratique, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Autre chose, si vous voulez faire je pense que c'est vaudou ou houdou, en tout cas des pratiques plus... je sais même pas si ça vient d'où. Je vais dire Afrique, mais je suis vraiment pas certaine. Désolée, j'ai fait une erreur là-dessus. Et ben en tout cas, beaucoup de pratiques africaines, vous devez être initié parce que ça peut être vraiment dangereux si vous faites n'importe quoi ou si vous invoquez des entités ou des divinités d'autres panthéons qui peuvent être un petit peu plus virulentes et qui peuvent vous causer du tort. Mais vous pouvez tout à fait pratiquer la sorcellerie, le paganisme sans forcément être initié dans d'autres pratiques. Par exemple, l'hellénisme, je sais qu'il y a de la sorcellerie hellénistique. Vous pouvez le faire sans être initié. Après, vous avez la sorcellerie, je vais dire normale, mais genre la sorcellerie élémentaire. Vous pouvez la pratiquer sans être forcément initié. Et la sorcellerie normale, genre des petits rituels d'amour, abondance, etc., qui n'ont pas vraiment de pratique spécifique. Vous pouvez tout aussi bien la pratiquer. Mais c'est pour ça que c'est très important de se renseigner sur toutes les croyances que comporte le paganisme. Enfin, plus la sorcellerie. Je vais arrêter de dire le mot paganisme. Parce que le paganisme, c'est un mode de vie, ça n'a pas vraiment de lien avec la sorcellerie. Donc, c'est très important de se renseigner sur tous les courants de la sorcellerie pour être sûr, en fait, que ce que vous faites ne risque rien pour vous
et n'aura pas d'impact négatif sur vous. Voilà, donc en fait le fin mot de l'histoire et le truc le plus important, c'est renseignez-vous, faites des recherches, croisez vos sources. Ça peut prendre 5 minutes comme 1 heure, en fonction de votre intérêt pour le sujet. Mais si vous voulez savoir, je sais pas c'est quoi la correspondance du sucre, vous regardez sur internet 2-3 sources, vous regardez des livres 2-3 sources. Ça va pas prendre 3 heures, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, ça peut aller plus ou moins vite, mais renseignez-vous avant toute chose. C'est vraiment le plus important et la meilleure chose que je puisse vous conseiller. En tout cas, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je sais que moi, on m'a pas souvent sorti des dingueries comme ça, mais je sais qu'il y en a qui, malheureusement, on leur sort des dingueries de la sorte tous les 4 matins. Donc si vous avez subi ce genre de phrases un petit peu lourdes et nous soufflâmes quand on entend ça, n'hésitez pas à les mettre dans la petite boîte d'infos en dessous du podcast, de me les dire, et comme ça on rigole tous un coup de ces gens qui commentent ça. C'est un peu débile, mais voilà. Je vais clôturer le podcast, donc je vais clôturer en vous parlant du Tipeee. Ouais, du Tipeee. J'avais oublié le nom. Donc c'est une petite plateforme collaborative où vous pouvez donner un petit don pour le podcast. Il arrivera très bientôt des petites contreparties bien sympathiques, donc je vous conseille de rester au courant et de vous abonner à mes réseaux, comme ça vous regardez ça. En tout cas, il y aura des contreparties bien sympas. Et merci à tous ceux qui vont aller checker, merci à tous ceux qui vont faire un petit don, même de 1€, c'est génial. Voilà, sur ce, je vais vraiment clôturer le podcast. Maintenant, je vais vous laisser tranquille, promis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir, à mettre une jolie note sur le podcast et à partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!